Voici un peu plus d'une année, puisque c'était le 8 décembre 2023, nous tenions le débat d'orientation budgétaire pour l'année 2024. Quel était alors le contexte ? Je ne vais pas développer, ça a été dit, un environnement international instable, un niveau de la dette 3 000 milliards, et nous disions déjà à l'époque qu'il fallait au moins compter 150 milliards de plus. Qu'en est-il en début 2025 ? Eh bien, nous flirtons avec les 3 300 milliards, avec un élément inquiétant qui est que plus de 58% de la dette est portée par l'étranger. Donc une atteinte à la souveraineté. Nous sommes, ça a été dit, dans un contexte particulier, après une censure du gouvernement, acquise sur une entente baroque à l'Assemblée nationale, certes éphémère politiquement, mais mortifère pour la France et son image internationale. La situation de la France sans budget n'est pas sans rappeler ce qu'écrivait Raymond Aron. Le choix en politique n'est pas entre le bien et le mal, mais entre le préférable et le détestable. Pour la France, le préférable, l'intérêt général, résidait dans l'adoption d'un budget. Le détestable, tant pour le pays que pour les Français, c'est cette vulnérabilité financière qui s'est traduite, là encore ça a été dit, mise en place d'une loi spéciale, en attendant que les parlementaires assument les responsabilités importantes, et sans doute plus importantes que dans un autre contexte, que le contexte institutionnel actuel leur confère. Alors nous sommes dans l'attente des conclusions de la CMP pour savoir exactement quel sera l'impact sur nos collectivités pour pouvoir bâtir les budgets. Mais on ne parle pas d'une feuille blanche, puisque nous avons entendu confirmation de la contribution des collectivités à la réduction de la dette dans de plus faibles proportions que sous le gouvernement précédent, avec un curseur des économies fixé en principe à 2,2 milliards d'euros. Le ministre Rebsamen l'a souligné, je cite, « La réduction du déficit est l'affaire de tous. Encore faut-il que chacun participe à cet effort en fonction de ses capacités. Cela est aussi vrai pour les collectivités, en proposant de son fait une baisse limitée des dotations d'investissement, notamment la DSIL, soutien à l'investissement local. » Donc globalement, la situation ne paraît pas aussi catastrophique que celle évoquée ici même il y a quelques semaines. Au cours de la discussion sur la première partie du PLF, le Sénat avait en effet abondé la DGF 2025 de 290 millions. Mais ça a été indiqué déjà avant moi, c'est une affaire encore à suivre. Alors s'agissant de la métropole, le document mis à notre disposition confirme la tendance opérée en 2024. Nous y voyons des glissements par rapport au plan de mandat et à la PPI. Certains projets lissés jusqu'en 2029, soit la moitié du prochain mandat. Ce faisant, vous enjambez des échéances. Mais il ne vous appartient pas de préempter les choix qui prévaudront pour le mandat 2026-2032. Nous aurons donc à en rediscuter. Nous le savons, pour vous, l'essentiel, c'est Mon Réseau grandit, que vous tenez à inaugurer avant les élections municipales de 2026. Tout le reste sert de variable d'ajustement. N'importe quoi. Sur le plan budgétaire, comme nous l'avions déjà dit l'an dernier, les indicateurs se dégradent avec un ratio de désendettement au-delà de 10 ans sur le mandat pour progresser ensuite, ça a été cité par le rapporteur lui-même, jusqu'à 12 années. Voilà. Alors, effectivement, lorsqu'on regarde le document équivalent pour la ville de Brest, la limite est bien mise à 8 ans, comme ça figure en général dans les budgets, et non pas à 10 ans. On est donc bien en zone critique. Voilà. Sur les dépenses de fonctionnement, vous prévoyez en progression de 2,7%, un point supérieur aux prévisions de la Banque de France pour 2025. Sur la fiscalité, nous le verrons dans quelques semaines, mais nous prévoyons qu'il y aura une augmentation globale de la ponction fiscale locale sur la métropole. Ceci est contraire à nos choix, mais nous le confirmerons lors du vote du budget. Je vous remercie.